En sa séance plénière du 17 juin dernier, le Niger, à travers sa représentation nationale, a adopté à une large majorité un projet de loi relatif à l'exercice du culte, un pas de franchi et qui n'est pas du goût de tout le monde, mais qui pourrait s'expliquer par le besoin affiché par les autorités de Niamey de trouver une issue aux questions liées au terrorisme. À Maradi, dans le centre sud du Niger, des manifestations ont éclaté suite à l'arrestation du cheikh Rayadoun, influent imam de la mosquée de Zaria, puis relâché. Un autre imam, cheikh Chebou Kader, a été arrêté toujours en lien avec le même motif et lui est gardé encore. L'église de Zaria a été brûlée, ainsi que la voiture du pasteur incendiée. Ces scènes de violence dont les mobiles semblent être en lien avec l'arrestation de l'imam ne sont-elles pas de nature à compromettre la paix et le vivre ensemble dans le pays? Des scènes pareilles avec des attaques sur des églises sont signalées aussi bien au Niger qu'au Burkina Faso ou encore au Mali. Quel pourrait en être le vrai mobile et quelles solutions pourrait-on y apporter afin que le vivre ensemble très présent dans les États suscités ne soit remis en cause? Et finalement, y a-t-il un lien sérieux entre donc la religion ou la foi et les problèmes de terrorisme Afrique? Pour lutter contre le terrorisme, contrôler l'exercice du culte, la solution, la question sera posée à nos invités du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au plateau du jour. On revient juste après l'intermède. Et pour discuter de ces questions actuelles, nous recevons Patrick Armand-Pouillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous, Baba Alpha, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes journaliste, ancien président de la maison de la presse du Niger. Messieurs, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Baba Alpha, après question est pour vous, depuis je vais dire quelques mois, quelques semaines, on a l'impression que c'est un débat ultra sensible en ce moment dans nombre de pays où on a l'impression que le vivre ensemble est de plus en plus remis en cause. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, que l'on puisse attaquer une église alors qu'un imam a été arrêté? Quel est le rapport entre le fait d'appréhender un homme de foi, un imam, entre une église qui est incendiée? Il faut déplorer d'abord l'attaque perpétrée par des jeunes au centre-sud du Niger, la région de Maradi, sur l'église de Zaria. C'est un comportement à déplorer et nous constatons d'ailleurs une répétition de ce genre d'actes parce que vous vous rappelez, en 2015, quand il y a eu les événements anti-Charlie au Niger, ceux qui sont sortis se sont attaqués à des églises, à des bistrots, et alors qu'il n'y avait pas de lien possible entre les questions qui ont poussé les gens à sortir dans la rue et ces églises. Il faut le mettre dans une incompréhension de la religion, mais des motifs même qui poussent les gens à sortir. Parce que le dernier cas qu'il y a eu au Niger, c'est un lien par rapport à un projet de loi élaboré par le gouvernement et envoyé à l'Assemblée nationale pour adoption. Ce projet de loi est relatif au contrôle du culte au Niger. Alors, les marabouts ou les oulémas ont eu des explications, souvent assez tendancieuses, de cette loi. Et à l'issue de leur prêche au niveau de Maradi, tout comme à Niamey, ils ont donné ce qu'ils ont compris comme information aux fidèles. Et cela a outré un certain nombre de gens. Alors, le gouvernement, au niveau de la région de Maradi, a mal géré la question. Parce que aussitôt après le prêche de l'imam, il a été interpellé et envoyé à la police, gardé dans un commissariat au niveau de la région de Maradi. Du coup, les fidèles ont dit, donc c'est vrai, cette loi est l'œuvre d'un esprit satanique des puissances occidentales qui veulent créer un amalgame entre la pratique de l'islam et le terrorisme. Au Niger, vous avez 99% de musulmans. Mais 99% de musulmans qui ont toujours su vivre ensemble avec les autres communautés religieuses sans problème.
il n'y a jamais eu d'accroc ou d'anicroche entre les musulmans et les autres confessions religieuses. À toutes les occasions où il y a eu effectivement d'attaques contre les églises au Niger, c'est parce qu'il y a eu incompréhension. Donc, je l'explique par cela. Il y a de l'ignorance un peu. Parce que le gouvernement, avant ce genre de lois, quand on les élabore, avant de les envoyer à l'Assemblée nationale, il faut mener une campagne de sensibilisation. Parce que les musulmans ne peuvent pas comprendre que leurs pratiques religieuses soient contrôlées par l'État. Parce que même la Constitution du Niger consacre la séparation de l'État et de la religion. Et quand on explique aux musulmans nigériens que désormais, la gestion des mosquées, la construction des mosquées, la gestion des écoles coraniques qu'on appelle couramment au Niger madrasa, seront désormais gérées par l'État, par le gouvernement. Les prêches seront désormais autorisées par le gouvernement, il y a problème. Parce que ça a été toujours fait de manière assez libérale, sans que personne ne s'intéresse. Et quand il y a problème, il y a des structures, il y a des associations islamiques. Il y a ce qu'on appelle l'association islamique du Niger, qui est la plus vieille et la plus représentative en termes de musulmans au Niger. Il y a le conseil islamique qui a été mis en place par l'État. Tout ceci devait suffire pour réguler, s'il y a nécessité, la pratique de l'islam. Mais quand le ministère de l'Intérieur établit ou élabore une loi pour vouloir l'imposer aux musulmans du Niger, ça crée une certaine frustration. Mais maintenant, c'est la réaction des musulmans qu'il faut contrôler. C'est à ce niveau qu'il faut travailler. Il faut expliquer aux musulmans les tenants et les aboutissants de cette loi pour qu'il n'y ait pas ce genre de réaction. Voilà, Patrick Armand-Pouillon, un des imams, a qualifié le test querellé d'anti-islam, ce projet donc de loi du gouvernement qui a été transmis donc à l'Assemblée et voté. On parle de l'organisation de l'exercice du culte au Niger. Selon vous, est-ce que c'était opportun de vouloir retoucher à l'exercice du culte dans un pays comme le Niger? Peut-être que d'autres pays de la région vont aussi arriver à cela. Est-ce que selon vous, c'est un projet qui jouit d'une pertinence? D'abord, on peut dire que c'est courageux. Mais il faut dire que nos hommes politiques manquent souvent de méthode. C'est impossible de voter une loi comme ça sans expliquer ça dans les mosquées. Le problème est à ce niveau. Parce que le niveau intellectuel des gens est tel que n'importe qui peut les manipuler en leur faisant croire ce qui n'est pas dans la loi. Ça s'est passé et on a l'expérience de la Guinée qui a voulu voter mariage monogame et il y a eu des morts. On ne touche pas aux fondamentaux. Vous savez, la religion dans certains pays est devenue culturelle. C'est au-delà du culte, c'est culturel désormais. Donc vous ne pouvez pas toucher à l'identité des gens sans discuter avec eux. Même si ce que vous faites est bon pour eux. Je vais vous donner un exemple. Au Bénin, un Allemand a pris son propre argent pour dire qu'il va amener de l'eau potable dans un village lacustre. Le village est sur l'eau. Donc il dit il va lui amener de l'eau potable. Il construit tout, il met les installations en place, met les tuyaux et il ouvre le débit, le tuyau explose. Il reprend, le tuyau explose. À un moment donné, un acheteur béninois qui est dans le coin vient le voir pour lui dire mon frère, est-ce que tu es allé les voir pour leur expliquer ce que tu es en train de faire? Il dit non, je vais leur donner de l'eau potable. Est-ce qu'il y a besoin de les voir? Il dit tant que tu ne vas pas les voir, l'eau n'ira pas. Mais vous savez, les Européens ont cette curiosité de dire je vais quand même essayer, même si je n'y crois pas. Alors ils vont voir le chef de village et il lui explique qu'il veut lui amener de l'eau potable. Et le chef de village dit ah, tu ne nous as pas dit, nous ne pouvons pas laisser n'importe quoi venir ici. Maintenant, allons-y. Ils ont pris des bonbons, des biscuits qu'ils ont jetés dans l'eau et tout ça en guise d'offrande et dit ouvre le débit maintenant, l'eau passe. C'est de ça il s'agit. J'ai pris une question non religieuse pour ne pas se toucher encore des questions de foi en parlant de ça. Vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un. Vous ne pouvez pas raser quelqu'un en son absence. Vous ne pouvez pas coiffer quelqu'un en son absence. Il faut que nous comprenions qu'il est impossible de faire le bonheur de quelqu'un sans lui expliquer pourquoi tu fais ça et en quoi ça va l'aider. Voilà ce qui s'est passé au Niger. Il fallait
avant qu'on aille à l'Assemblée, où tout va se dire en français, et où le bas peuple ne comprend pas votre français là, il faut faire le tour pour expliquer le contenu, afin de ne pas laisser les oiseaux de mauvais augure profiter de ça pour pouvoir inculquer n'importe quoi à la population. Alors, Walfa, surtout que la dite loi, en fait, dans certaines de ses dispositions, consacre une stigmatisation, en fait, de l'islam. On a dit une loi sur le culte, mais dans le corps de la loi, toutes les mesures qui seront prises ne concernent que l'islam. Donc ça frustre. Les musulmans ne peuvent pas le comprendre. Ils ont eu des informations selon lesquelles cela a été dicté par l'Union européenne. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs tentatives d'adoption de ce type de loi. Il a parlé de la loi monogame. Au Niger, il y a eu une loi sur la condition de la femme. Il y a eu bien d'autres lois sur même la sexualité et tout, qui n'ont pas passé. Et là, ils ont appris qu'en fait, c'est comme si on a découpé toutes ces lois pour aller de façon progressive en prenant aspect par aspect, secteur par secteur. Et ça, les Nigériens ne l'accepteront pas. Surtout que ceux qui sont porteurs de cette loi ne sont pas un exemple en termes de protection de l'islam au Niger. En fait, c'est ça le souci. Ils le savent. Donc, ils ne se sont pas associés aux vrais représentants des musulmans. Au Niger, ceux qui parlent aujourd'hui au nom de l'islam sont contestés par les musulmans parce qu'ils ont posé des actes anti-islam. Certains se sont affichés à des événements où on a apporté un soutien à ceux qui ont profané le prophète. Les Nigériens ne le pardonnent pas. Et ces gens ne peuvent pas porter une révision ou une loi qui consacre la gestion un peu du culte, la gestion un peu de la religion musulmane. Et les Nigériens refusent d'ailleurs que le terrorisme soit associé à l'islam. Et tout ceci nécessite des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'explication. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est nécessaire véritablement au Niger d'adopter des lois, mais des lois qui permettront d'éviter cet extrémisme violent, des lois générales qui ne stigmatisent pas une confession religieuse, mais qui permettra à ce que toutes les confessions religieuses se retrouvent pour vivre ensemble, pour adopter des mesures réglementaires qui peuvent permettre à ce que chacun pratique sa religion sans s'attaquer aux autres. Et que quand un gouvernement adopte une loi, qu'on ne pense pas que cette loi est venue d'une confession. Non, la loi qui a occasionné les événements à Maradi n'est pas venue des églises. Elle est venue du gouvernement. Il est hors de question que des musulmans saisissent cette occasion pour aller s'attaquer à des églises. Ce n'est pas normal. Donc, il faut gérer cette communication. Est-ce que quelque part, cela n'apporte pas de l'eau au moulin de ceux qui estiment, Patrick Armand-Pouillon, qu'il y a des problèmes qui sont latents et des problèmes auxquels il faille trouver solution? Parce que, visiblement, il y a des prêches qui sont de nature à faciliter ou à faire passer des messages terroristes dans ces pays-là. C'est un problème qui est pertinent. On sait comment le prédicateur Amadou Koufa est en train de mettre le Mali à feu et à sang. On sait ce qui se passe au Burkina, où des gens s'attaquent à des églises, tuent des pasteurs en plein culte le dimanche. C'est un problème qui est sérieux. Est-ce que aujourd'hui la pertinence donc de cette loi-là au Niger ne s'impose pas d'elle-même? La loi ne va pas résoudre le problème. La loi ne va pas résoudre le problème. C'est-à-dire que, vous voyez, des gens qui ne mangent pas et à qui on propose un salaire de bonne arrivée, on leur donne de l'argent pour appartenir à des groupes de tuerie. Et ils ont un salaire. Vous voyez? Alors, vous avez beau voter les lois, mais ils sont hors loi. On les appelle les hors la loi. Donc, vos lois ne font que réglementer ceux qui sont sous la loi. Oh, c'est pas eux qui tuent. Donc, le problème, il est ailleurs. Et plus on va stigmatiser, on va leur permettre encore de recruter sans argent. Parce que ceux qui sont fâchés là n'ont même plus besoin d'argent pour pouvoir tuer encore et choses là. Donc, il faut rendre la chose inutile en apportant le développement, en apportant la route, en apportant les infrastructures, en apportant le développement. Parce que, vous savez,
ceux qui ont tué, ceux qui tuent, Madou Koufa et tout ça, ceux qui tuent là, à leur demander même s'ils comprennent même pourquoi ils tuent. On fait croire qu'on leur a lavé leur cerveau, on leur a fait croire des choses. Oh non, on les paie pour tuer, eux ils tuent pour avoir l'argent, point. Et vous allez constater que la même personne, demain on le met dans l'armée, il est prêt à combattre encore le terrorisme et tout ça. Donc il faut que nous commençons par régler les problèmes là où les problèmes sont. Regardez partout où il y a du terrorisme en Afrique, vous allez voir aucune infrastructure de base. C'est des gens qu'on a oubliés, on a abandonnés. Et donc, des terroristes sont venus profiter du fait qu'ils ont une envie de revanche sur ceux qui les ont oubliés. Et résultat, eux, ils profitent de ça. Donc, ce n'est pas la loi qui va régler ça. Il faut beaucoup plus faire en sorte d'apporter le développement aux gens, de faire en sorte que les gens deviennent eux-mêmes, par eux-mêmes intelligents. Et qu'on ne vienne plus leur faire avaler n'importe quoi. Mais si on continue, je me rappelle, j'ai fait un séminaire à Bamako. Et il y a un monsieur qui a suivi le séminaire. Et le ministre de l'Emploi était venu pour clôturer. Et le monsieur en question est l'oncle du ministre. Et il prend la parole. Il dit, ma fille, je te parle en tant que ton oncle. Ce que moi j'ai vécu dans cette salle-là, si tous les jeunes de Gao avaient vécu ça, là, personne n'acceptera de prendre les armes pour tuer qui que ce soit. Ouais. Donc apporter le développement, apporter les connaissances, apporter aux gens comment se prendre en charge, donner-leur de l'espoir pour qu'ils comprennent qu'en réalité, ils peuvent s'en sortir et ils ne prendront pas les armes. Mais tant qu'on va rester à Niamey, rester à Bamako, rester à Cotonou pour voter des lois, pour dire les lois vont régler, ce n'est pas évident. Et mieux, vous avez soupçonné quelque chose. Si l'Union européenne est derrière ça, je vous ai dit à tous nos dirigeants, ces gens-là ont leurs intentions derrière la tête. Il ne faut pas qu'on vote des lois sur la base de leurs propositions avec leurs agents sales et autres là. Ne votons pas des lois pour ça. Ils ont dit qu'il faut limiter les naissances. Ils sont derrière ça. Et je crois que le Niger est l'un des pays où ils sont derrière ça. Qu'il faut limiter les naissances pour se développer. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Vous vous rappelez ce monsieur au Kenya qui a 300 enfants? Les 300 enfants, tous étaient à l'école, c'est son école. Les 300 enfants travaillent tous dans 16 entreprises. 300 enfants qui travaillent, aucun n'a raté l'école. Donc, il faut dire aux gens de faire les enfants en fonction de leur capacité de les prendre en charge. Aujourd'hui, on donne de l'argent aux gens au Portugal pour faire des enfants. On leur donne de l'argent pour faire des enfants. Jusqu'à aujourd'hui. Et en Afrique, on veut limiter. Et on a vu les colloques qu'ils ont fait pour dire la population africaine d'aujourd'hui, si elle double, la civilisation africaine va s'imposer dans le monde. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, il n'y a pas deux races dans le monde. Il n'y a qu'une seule race, la race africaine. Aucune autre race n'a pas. Les Européens ou les Asiatiques ou tout ça, ce n'est que c'est-à-dire la température, le climat et autres qui a changé leur teint. C'est tout. Ouais. C'est tous des descendants d'Africains. Je connais une dame en Italie, elle a 62 ans aujourd'hui, 62-66. Cette dame nous dit, à 2 ans, je fabriquais déjà des poupées sous forme d'Africains. Ouais. Je chante des chants africains, dans les langues africaines. Je n'ai appris nulle part. Je danse des danses africaines. Mais je suis italienne de père et de mère. Ouais. Mais c'est dans les enseignements que je me rends compte que nous sommes tous descendants d'Afrique. Donc ceux qui veulent manipuler les Européens, en leur faisant croire que la civilisation africaine va les envahir, ils sont en train de tromper les jeunes européens. Et nous aussi, au lieu d'agracer les jeunes européens, il faut leur expliquer qu'on est en train de les manipuler. Ils sont tous africains d'origine. Et donc, à partir de cet instant, nous n'allons plus accepter qu'on vienne dire votez telle loi pour faire ceci, votez telle loi pour faire cela. Et mieux, les Nigériens doivent comprendre qu'en réalité, même la religion chrétienne, telle que nous la vivons, est une escroquerie. Ce n'est pas la vraie version. Ça veut dire que si nous attaquons aux églises, nous n'avons rien compris. Parce que les églises eux-mêmes sont manipulées comme les musulmans veulent être manipulés. Donc à partir de cet instant, nous devons nous mettre ensemble pour chasser hors d'Afrique ces mentalités escrocs et donc nous unir. Parce que si nous sommes divisés, ils vont nous avoir. Alors, donc aujourd'hui, le problème ne se pose pas en termes de religion, mais c'est comment se pose alors le problème? Le problème, il l'a dit, il se pose d'abord en termes de développement. Ceux qui dirigent ces pays africains doivent comprendre que les populations africaines ont besoin de développement. En termes de développement, ils ont besoin d'argent pour faire prospérer leurs activités, pour faire prospérer leur commerce. Ils ont besoin d'écoles. Il faut envoyer les enfants à l'école, il faut les instruire. Une école de qualité, pas une école remplie par la clientèle politique, des militants politiques qui ne justifient d'aucun niveau à qui on confie des classes. Les populations africaines ont besoin de santé. Il faut avoir des centres de santé capables d'accueillir les femmes à l'accouchement. Qu'aucune femme ne meure en donnant la vie.
Voilà ce dont ont besoin les populations africaines. Mais pas de cette arrogance de nos dirigeants qui sortent dans les médias internationaux pour dire « Oh, mon pays sera le tombeau de groupes terroristes, de Boko Haram ou de je ne sais quoi. Le lendemain, vous avez 20 militaires tués. » Que tous ces milliards qui sont votés pour acheter les armes, pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'être sur le terrain, pour faire face à l'ennemi, soient investis. Parce que quand vous constatez que ceux à qui on donne les marchés pour aller acheter les armes, au bout de 3 mois, deviennent des multimilliardaires, construisent des châteaux, alors que les militaires meurent parce qu'ils n'ont pas d'armes. Les militaires meurent parce qu'ils ne peuvent pas poursuivre des terroristes qui sont venus en moto. Les militaires meurent parce que la gestion de la sécurité est confiée à des hommes politiques de salon qui n'ont aucune culture en termes de gestion tout court. Parce que les militaires meurent, il y a des militaires valeureux, capables de faire face à l'armée parce qu'on a peur d'eux. On pense que demain ils peuvent faire coup d'État, on les envoie très loin, hors du pays. Alors que c'est eux qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Si on ne les envoie pas en prison. Aujourd'hui au Niger, vous avez plus d'une 40aine de militaires valeureux qui sont en prison. Et ces militaires ont l'habitude de faire leurs preuves sur le terrain en repoussant des rébellions armées, des rebelles qui ne s'attaquent pas aux forces de défense et de sécurité en moto, mais avec des 12-7, avec des armes lourdes. Mais l'armée du Niger, en son temps, a su faire face et à neutraliser ces gens et les a imposés à venir s'asseoir sur la table de négociation. Aujourd'hui, certains se sont retrouvés dans plusieurs activités socio-économiques du pays. Et c'est ce qui doit se faire, et au Niger, et au Mali, et au Burkina, à côté de l'arrogance. Parce que moi, je ne comprends même pas leur arrogance. Mais à côté de l'arrogance, il faut investir dans l'armée. Il faut donner les moyens aux forces de défense et de sécurité pour faire face aux ennemis. Mais vous ne pouvez pas faire preuve d'arrogance dans les médias pour dire que nous allons les neutraliser, nous allons les tuer, nous allons mettre fin au terrorisme. À côté, tous les milliards que vous recevez de vos partenaires techniques et financiers et tous les milliards que vous amassez à travers le contribuable de vos pays, vous les donnez à des clients politiques qui doivent vous accompagner dans vos campagnes électorales, dans vos réélections. Ça ne peut pas régler le problème. Donc là, il faut laisser les gens pratiquer leur religion. Parce que la pratique de l'islam ne constitue pas un problème de terrorisme au Niger. Et je ne comprends pas qu'un imam soit arrêté et qu'on l'envoie à la cellule antiterroriste pour le garder à cause d'un prêche. Un prêche que nous avons tous écouté, qui ne porte aucun genre de message terroriste. Il y a un problème. Et ça frustre effectivement les fidèles. Et c'est là que le terrorisme viendra recruter, comme il l'a dit. Parce que tous ces pratiquants, tous ces fidèles musulmans aujourd'hui, qui voient que leur ouléma, leur grand marabout, arrêtés parce qu'ils ont fait passer le message de Dieu, le message du prophète. L'islam est une religion de paix. L'islam est une religion. Dieu, il a réglé sa religion. Il dit que l'islam, c'est sa religion. Et il a dit comment c'est pratiqué. Lakum dinukum waliya din. Il n'y a pas de problème en termes d'islam au Niger, tout comme ailleurs. Les terroristes, mais vous rappelez-vous, les terroristes rentrent dans des mosquées au Nigeria pour tuer des musulmans en prière. Et on va nous dire que ceux qui prient et ceux qui sont venus les tuer, ils sont tous des musulmans et qui sont terroristes. Non, il y a un problème. Les terroristes ne sont pas des musulmans. Ils viennent d'ailleurs, ils cherchent de l'argent, comme il l'a dit. Et aujourd'hui, le terrorisme est devenu un business. Malheureusement, pour les terroristes et pour ceux qui nous disent qu'ils combattent les terroristes. Visiblement, une responsabilité des dirigeants, notamment au niveau du terrorisme, parce que visiblement, il y a des armes neuves pour les terroristes. Par où passent ces armes-là? Quels sont les canaux? Patrick Carvan-Pouillon. Nous avons un terrorisme politique. Comment donc? Il n'est pas religieux, il est politique. Il est politique. On veut embêter le régime, on organise le terrorisme. Et même les églises brûlées, tout ça là, c'est une manipulation politique. Même le fait que le président nigérien allait en France pour la marche pour Charlie Hebdo, il y a eu des choses brûlées, tout ça. Vous croyez que c'est pas politique? Vous savez que c'est pas des politiciens qui ont manipulé encore la population? Non, moi je pense. Et ça, je ne le dis pas pour dire que les opposants, eux seuls ont tort. Hein. Il faut que nos dirigeants comprennent ceci. Tant qu'il y aura un cycle de peur entre les dirigeants et les opposants,
nous ne pouvons pas finir avec le terrorisme. Je ne parle pas des terroristes, je parle du cycle de peur qu'il y a entre les gouvernants et les opposants. Les gouvernants font tout pour que les opposants ne viennent pas au pouvoir. Les opposants font tout pour que les gouvernants perdent le pouvoir. Et dans le tout là, c'est tout. C'est tout. On est prêt à tuer sa propre population pour pouvoir rester au pouvoir ou pouvoir faire partie de l'autre. Nous devons tous cesser d'être hypocrites en citant Nelson Mandela comme exemple, mais aller à son école. Il faut mettre fin au cycle de peur dans l'intérêt de tout le monde. Tout président deviendra ancien président. Alors s'il ne met pas fin au cycle de peur et il devient ancien président, il va subir encore les mêmes conséquences que subissent les autres. Il est temps que nous puissions discuter et entre nous, frères, et faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul Nigérien hors du pays pour raison politique. Il n'y ait pas un seul Béninois hors du pays pour raison politique. Parce que vous croyez, quand vous empêchez quelqu'un de dormir là, il ne peut pas vous laisser dormir. Et c'est ça. Tout ce qu'on appelle terrorisme, moi, vous avez vu que je n'utilise pas le mot djihadiste. Non, pour moi, c'est des terroristes. Ça n'a rien à voir avec djihad, parce que si vous étudiez le Coran, vous comprenez que c'est autre chose djihad. Donc, c'est des terroristes, il faut les traiter comme ça, et ils sont manipulés par les hommes politiques. Vous voyez au Burkina, si nous ne faisons pas un sursaut national, un sursaut de rassemblement, et que nous sommes toujours dans la logique de tel doit passer devant la justice, tel doit payer, tel doit ceci. J'ai l'habitude de revenir sur l'assassinat de Thomas Sankara. Je suis un disciple de Thomas Sankara. J'aime bien cet homme. Mais on n'a pas vu le corps. On n'a pas vu l'âme du crime. En droit, ça veut dire qu'il n'y a pas de crime pour le moment. Maintenant, parce qu'on cherche le coupable de Thomas Sankara, il y a encore des morts tous les jours. Et depuis 30 et quelques ans, sa femme ne peut même pas se remarier parce que tant qu'on est dans ce contentieux, elle ne peut pas porter le nom d'un autre homme pour qu'on dise qu'elle est traître. Donc, résultat, elle a passé toute sa vie à attendre procès. Alors qu'on peut faire une paix des braves, amener tout le monde, que les gens parlent dans des commissions vérité et réconciliation, que les gens parlent, parce que tant qu'on ne les a pas intéressés, ils ne parleront pas. Or, ils sont les seuls à savoir ce qui s'est passé. Or, la femme a besoin de ça pour faire le deuil. Donc, bref, tant qu'on politise tout, là, nous avons un problème politique, non pas un problème de terrorisme. Tant que nous n'allons pas nous retrouver en frères pour dire vraiment notre pays est au-dessus des intérêts de telle et telle personne. Entendons-nous, trouvons une paix des braves, trouvons les schémas pour pouvoir s'en sortir. Si nous faisons ça, nous allons finir avec le terrorisme. C'est pareil dans tous les pays. Nous devons discuter, nous devons trouver les voies et moyens pour avoir la paix une fois pour toutes. Et à côté de ça, il faut arrêter de faire du terrorisme un business pour s'enrichir. Voilà. Parce que c'est ça le problème. Selon vous, il y a donc des velléités politiques qui sont de nature à favoriser la chose. C'est en tout cas, pour le Niger que je connais aujourd'hui, vous partez au Niger, vous demandez aux Nigériens qu'est-ce que le terrorisme a créé au Niger. On vous dira, après les morts dans l'armée, c'est les milliardaires au sein du pouvoir. Et ces milliardaires sont qui? C'est les anciens ministres de la Défense nationale qui n'avaient rien du tout, mais qui sont aujourd'hui devenus des multimilliardaires. Et des jeunes gens qu'on connaissait à Niamey en moto circulaient il y a à peine 3-4 ans, qui sont devenus aujourd'hui des multimilliardaires parce qu'ils reçoivent des marchés de l'arme. C'est à eux qu'on confie les marchés parce que c'est devenu une sorte d'opacité. Ça ne passe pas devant l'Assemblée nationale, ça ne passe pas devant le Conseil des ministres, c'est par entente directe, c'est des marchés de gré à gré. Vous êtes un militant politique, on vous confie des milliards pour aller acheter des armes à l'armée. Vous ne les achetez pas. Vous ne les achetez pas. Mais on valide, vous gardez vos milliards, vous distribuez avec le reste, pendant que nos militaires sont en train de mourir sur le terrain. Parce qu'il manque de munitions. Souvent, nous perdons une dizaine de militaires sur le terrain parce qu'il n'y a pas justement de munitions. Ils tiennent face aux terroristes, ils les repoussent, mais ils finissent par tomber parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils ont comme munitions. Les terroristes reviennent en moto, ils les prennent, ils égorgent qui ils veulent égorger, ils prennent les véhicules, ils s'en vont. Malheureusement. Les autorités ne seront pas d'accord avec vous, c'est un fait. Patrick Abompoyon, au Mali par exemple, on a l'impression que le terrorisme est en train de prendre une autre forme. Je ne sais pas comment on peut l'appeler aujourd'hui. On a l'impression que ce sont des ethnies qu'on est en train d'armer, qui prennent des armes et qui vont dans des villages et qui massacrent tout le monde et qui rentrent chez eux. Est-ce que c'est toujours une autre forme de terrorisme ou bien comment faut-il appeler le phénomène? Parce que visiblement, cela quitte un village A pour un village B
pour un village C, et cela est en train de se multiplier ces dernières semaines, ces derniers mois Les ethnies ne se tuent pas au Mali. Les terroristes vont faire croire que les ethnies se tuent. Les ethnies ne se tuent pas. Ils veulent faire croire ça. Et le président finit par comprendre en martelant chaque fois que ce n'est pas un problème d'ethnie. Parce que vous prenez chaque ethnie au Mali, vous avez chrétiens et musulmans dedans. Alors quand on va attaquer une église, ne me dites pas que c'est une ethnie, parce que dans cette ethnie, il y a des chrétiens comme il y a des musulmans. Donc c'est pour dire, il y a les terroristes ont trouvé le maillon faible du système. Parce qu'elle a été verrouillée dans le nord, il faut trouver les maillons faibles pour embraser le pays. Et ça a failli marcher. Ça a failli marcher. Donc, je ne vois pas un pays de cousinage, un pays où tout le monde est cousin de tout le monde, un pays où ceci et ceci, c'est pas ethnique. Non, on a voulu maquiller ça en des crimes ethniques pour pouvoir embraser le pays. Et je crois que le Mali est en train de résister à ça. Mais, comme il a dit, il faut. J'ai trouvé que le président, dans la première situation où on a tué près de 96 personnes et autres, il y avait de l'arrogance. Mais dans la dernière, je n'ai plus vu l'arrogance. C'est ça. On dit, ouais, on va régler ça tout de suite, on va militariser tout ça. On ne connaît même pas encore la cause. Et on est déjà en train d'annoncer qu'on va tout verrouiller, on va tout gérer. Donc, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir l'humilité, parfois, d'appeler au peuple. Je vais vous donner un exemple pratique. J'aime les exemples. Un jour, quelqu'un oublie un portable à l'une de nos réunions. Et on ne retrouve plus le portable. Et j'ai envoyé un message à tout le monde. Je dis, aidez-moi, je vous en prie. Ce portable doit sortir. Il faut que la personne ait son portable. Je vous supplie. Le portable est sorti. Alors mes collaborateurs disent, on est en train de soupçonner quelqu'un. Ils disent, ça c'est votre problème. Moi, je ne soupçonne personne. J'ai négocié, le portable est sorti, on a la paix. En tant que dirigeant, il faut qu'on sache que parfois, on a besoin du peuple. On a besoin des opposants. On a besoin des autres. Il faut pouvoir leur faire appel dans un discours d'humilité. Mais quand on vient, oh non, on va militariser, non, on va régler ça. Non, on ne règle pas les questions sociologiques. On ne les règle pas par des déclarations. Non, le terrorisme tel que ça fonctionne aujourd'hui est devenu un phénomène sociologique. Et dans ces conditions, ce n'est pas par des déclarations qu'on va régler ça. Il faut véritablement qu'on s'informe et qu'on tende la main, qu'on supplie les gens de nous aider, qui peuvent nous aider. Et surtout, retenez une chose, dans les pays comme le Niger, comme le Burkina, comme le Mali, lorsque vous vous attaquez à un peuple, qu'il soit terroriste ou pas, tous les peuples, d'une manière ou d'une autre, vont se solidariser de lui. Donc, au lieu de s'attaquer à lui, allez voir le responsable des peuples et demandez-lui de vous aider à gérer cette situation que vous avez avec un peuple. Si vous fonctionnez comme ça, vous allez régler les problèmes. Mais si vous attaquez, parce que les peuples des sud des pays, nous sommes des faux, nous faisons du mal, nous nous trahissons. Mais dans les nord des pays, là, ils sont solidaires, ils ne lâchent pas leurs frères. Alors, même si le frère a un problème, il faut demander aux responsables de sa communauté de vous aider à gérer ça et on va gérer. Donc, humilité, développement, dialogue, rassemblement, et nous allons sortir du terrorisme et de tout ce que nous avons comme problème en ce moment. Baba Alpha, vous avez des connexions très fortes au Mali. Le problème qui se pose aujourd'hui dans ce pays, quel est-il? Et si oui, est-ce que les autorités, vous avez l'impression qu'ils sont en train d'apporter des solutions? Non. Solution, non. Moi, je pense que la question sécuritaire, tout comme au Niger, au Mali aussi, est gérée avec d'à peu près beaucoup d'incompétence. C'est une évidence dans l'opinion malienne. Les gens ne croient plus à la capacité de IBK et de son gouvernement de sortir véritablement les solutions pour faire face à l'insécurité. Et aujourd'hui, les proportions que ça prend. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une crise interethnique, mais la communication autour de ces attaques fait croire que c'est une crise entre Dogon et Peul. Tout récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux un appel de Dogon qui demande à tous les Peuls de quitter Bandiagara. Ça pose un problème. C'est l'attitude du gouvernement face déjà à la première attaque qui a occasionné la seconde. Le premier responsable de la seconde attaque qu'il y a eu au niveau de Obassoro, ce n'est pas quelqu'un, c'est IBK et son gouvernement. Parce qu'ils n'ont pas su gérer la communication autour de la première attaque. Tout de suite, on a accusé une communauté et on a dit il faut désarmer cette communauté. Alors, ils ont orienté les victimes vers des bourreaux.
Et effectivement, ces victimes se sont réorganisées pour aller s'attaquer à la communauté de ceux-là même que le gouvernement a accusés. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Aujourd'hui, pour faire face à cette insécurité ou à ce conflit interethnique, le gouvernement décide de désarmer les groupes armés au sein des différentes communautés. Donc déjà, on dit à chaque communauté, ceux qui vous attaquent, c'est ces groupes armés. Et on dit aux autres, ceux qui vous attaquent, c'est les groupes armés. Du coup, tout le monde se prépare. Tout le monde se prépare et personne n'attend plus rien. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous savons qu'il y a des Dogons qui sont en train de se préparer, qui vont essayer d'attaquer les Peuls. Les Peuls aussi se préparent pour s'attaquer. Et on a l'impression qu'en réalité, ceux qui attaquent ou ont occasionné les premières attaques n'ont rien à voir avec les Dogons et les Peuls. Mais ils ont compris qu'il faut passer par c'est-à-dire qu'ils ont tendu un piège dans lequel le gouvernement est tombé. Le gouvernement est tombé. Et aujourd'hui, le gouvernement a du mal à gérer la... J'ai vu cette scène théâtrale dont Ibeka s'est rendu coupable en partant sur le terrain avec son foulard et tout pour parler avec les communautés, laisser des billets des banques. Lors d'une récente attaque, il a notamment sauté le gouverneur de la région. Est-ce que c'est aussi un problème de commandement? Non, le problème de commandement, il se pose aujourd'hui dans tout le Sahel. Vous avez vu, même le siège du G5 Sahel aujourd'hui a été déplacé. C'était prévu à Badalabougou. Les femmes, c'est des femmes qui sont sorties pour dire qu'il est hors de question que le siège du G5 Sahel se retrouve à Badalabougou. Maintenant, on ne sait plus où est-ce que ça va être installé. Il y a un problème de commandement, c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, le G5 Sahel est en train d'exiger que la mission soit placée sous le chapitre 7 de l'Organisation des Nations Unies. Vous voyez des communautés, des pays comme les États-Unis qui s'opposent à ce que le G5 Sahel soit placé sous le chapitre 7. Mais les mêmes États-Unis négocient des pays pour installer des bases militaires étrangères pour, disent-ils, lutter contre le terrorisme. Alors qu'aujourd'hui, si on renforce... Discours ambivalent. Ouais, ambivalent. Parce que si aujourd'hui les États-Unis acceptent d'aider le G5 Sahel, qu'il soit placé sous le chapitre 7 des Nations Unies et qu'on envoie ces militaires sur le terrain, on ne peut pas confier notre sécurité à Barkhane, à la MINUSMA. J'ai eu du mal quand j'ai vu Ibeka quitter Bamako pour au Bassogo dans un hélicoptère de la MINUSMA. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc moi je pense que le problème du financement du G5 Sahel pose un sérieux problème. Ça divague, ça tâtonne. Hier, c'était un chef d'état-major, je crois, burkinabé. Là, on l'a changé, on a amené un Mauritanien. Vous l'avez suivi la dernière fois. Et ce qu'il a dit, c'est un aveu d'échec. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne crois pas au G5 Sahel. Je ne crois pas. Il faut revoir les bases ayant poussé à la création du G5 Sahel pour faire face au terrorisme. Mais la façon dont c'est géré, la façon dont les plaidoiries sont menées, Issoufou qui fait ses plaidoiries de l'autre côté, Ibeka qui fait, le discours n'est pas le même, la façon de gérer les questions sécuritaires au niveau de chaque pays n'est pas la même, on ne sent pas une unité d'action, une unité de communication. Et c'est pourquoi je pense que certains pays, comme les États-Unis, ont compris qu'il ne faut pas accorder beaucoup plus de sérieux que son nom au G5 Sahel et chercher à négocier avec les pays pour installer ses bases militaires et se défendre lui-même. Patrick Amankouyon, il y a aussi le problème des bases militaires. On a l'impression que certains pays sont très fertiles ou quand même très ouverts à ces bases-là. On en compte pratiquement une dizaine au Niger. Et il y en a suffisamment au Mali. Il n'y a pas de communication autour. Parfois, on a l'impression que les assemblées nationales qui devraient normalement se prononcer avant qu'on accueille ces bases-là ne sont pas consultées. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de bases militaires, vous parlez déjà du système éducatif. Les États-Unis, à un moment donné, voulaient expérimenter un système éducatif. Or, un système éducatif raté, ça fait une génération perdue. Ils ont donné 15 milliards à chaque pays africain qui accepte, certains pays ont accepté. Et donc, c'est dans le même sens. C'est-à-dire les bases sont déposées contre de l'argent. Et donc, c'est devenu... Et les bases, on ne connaît pas les vraies intentions des bases. Est-ce que les bases sont pour sécuriser? Alors, pourquoi ils sont là-bas et à 50 mètres de la base militaire américaine, on tue des Nigériens, des soldats nigériens?
Donc, est-ce que les bases sont réellement là pour la sécurité des régions? Est-ce que les bases sont là pour collecter des renseignements pour les États-Unis? Est-ce que les bases sont là pour ceci? Vous savez, franchement, je crois que moi, ce que je veux qu'on évite, c'est que tant que nous sommes dans une logique de l'autre attaque l'autre, l'autre critique l'autre, l'autre ceci, l'autre là, parce que changer de chef d'État, on ne changera pas. Les bases seront toujours là. Donc, ce qu'il faut, c'est rassemblement pour qu'ensemble, on puisse réfléchir ensemble pour pouvoir s'en sortir. Parce que si on raisonne en termes de celui qui est là a fait mauvais, on est en train de faire des alternances, mais parfois la situation devient pire que ce qui c'était avant. Donc, bref, moi, je pense que autant on donne des bases militaires dont on ne comprend pas les tenants aboutissants, autant on donne des systèmes éducatifs qu'on expérimente et que nous on perd des générations avant de se rendre compte que ça ne marche pas. Donc bref, on nous donne plein de choses. Les dons, on nous donne des vivres qui nous rendent malades. Après, on nous envoie les médicaments, on les vend pour que nous puissions nous soigner. Donc bref, il faut que l'Africain vous voyez tout à l'heure les informations qui circulent, c'est que comment se fait-il que nous sommes en train de suivre les matchs avec un bouquet qui n'est pas africain, nous vivons la carte. Vous voyez, on adore critiquer, mais celui qui critique là, lui, il a fait quoi pour créer un bouquet qui va remplacer ce bouquet-là? Donc moi, je pense que nous devons cesser d'être dans le cercle de préoccupation, être en train de soulever les préoccupations et rentrer dans le cercle d'influence. Comment on fait pour sortir de là? Comment on fait pour que nos dirigeants comprennent qu'ils ont plus intérêt à sortir de là qu'à rester dans ces schémas-là? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que c'est comme ça que nous devons réfléchir pour trouver les voies et moyens pour sortir de ça. Sinon, base militaire, franchement, ce n'est pas pour la sécurité. Je ne peux pas comprendre toutes ces bases militaires-là, ici, là. Vous avez vu en Syrie, en chose là, quand on a voulu terminer avec l'État islamique du salut, on a réussi à les chasser. Donc, on peut le faire. Mais on peut le faire. Et là-bas, ils ont financé des groupes nationaux pour pouvoir les combattre. Pourquoi ils ne veulent pas financer les groupes nationaux ici pour pouvoir les financer? Pourquoi ils refusent d'aller chercher? Pourquoi? Parce que ça les arrange d'installer les bases pour collecter des renseignements, pour savoir ce que le président nigérien est en train de dire au président malien, pour savoir seulement comment les contrats sont signés de manière à nous court-circuiter et tout ça. Voilà pourquoi il y a des bases militaires pour collecter des informations au service des États-Unis d'Amérique. Alpha, des propositions concrètes pour avancer sur ces chantiers-là et pourquoi pas trouver des solutions, je veux dire des solutions pérennes pour résoudre le problème du terrorisme? Moi, la première solution, c'est vraiment que les gouvernements s'inscrivent dans une dynamique de développement de leur pays. L'insécurité, pour moi, c'est d'abord la pauvreté, c'est l'ignorance, c'est la facilité de connexion entre les terroristes et les jeunes. C'est le manque d'emploi. Donc, il faut que nos gouvernements, au lieu de construire des échangeurs, des hôtels présidentiels, il faut créer l'emploi. Il faut créer l'emploi à la jeunesse. Il faut revoir le système éducatif. Il faut qu'il y ait des écoles de qualité en Afrique. Il faut qu'il y ait de la santé. Il faut que l'agriculture soit développée. Il faut que, effectivement, l'Africain puisse nourrir l'Africain. Au Niger, on a un slogan, le Nigérien nourrisse les Nigériens. Mais c'est resté au stade de slogan. Dans la pratique aujourd'hui, les Nigériens ne nourrissent pas le Nigérien. C'est encore l'industrie chinoise, l'industrie maghrébine qui nourrit les Nigériens. Donc, il faut qu'il y ait le développement. Un pays qui a une population épanouie n'a pas le temps pour le terrorisme. Parce que ceux qui nous attaquent, qui tuent nos parents dans les villages, là, ils ne viennent pas d'ailleurs. C'est des Africains. Souvent, quand vous entendez des attaques terroristes aux États-Unis, en France, la dernière fois, vous m'en avez parlé, mais la plupart, ce ne sont pas des Français. C'est des gens qui viennent d'ailleurs. Mais chez nous, c'est nos gens qui sont enrôlés par les terroristes. Vous partez aujourd'hui dans la région de Difa. Chaque semaine, vous entendez des enlèvements, des tueries. Mais quand vous vérifiez, la plupart de ces terroristes qui sont enrôlés dans Boko Haram, c'est des gens de Difa. C'est nos compatriotes. Donc, il faut créer l'emploi. Il faut développer les pays. Tant qu'on a tout ceci, il n'est plus facile pour les terroristes d'enrôler ces jeunes avec eux qui reviennent nous tuer. Donc, pour moi, la première solution, c'est d'abord le développement. Patrick Abampoyon. Oui, vous savez, en 2005, à Bamako, les jeunes disaient au chef de l'État lors du sommet de la francophonie, il faut que nous créions des emplois. Et c'est Rajoma Bongo qui était chargé de répondre, et il a répondu ceci. Non, je crois 95, non, 2005, oui. Il a répondu, nous voulons tous créer des emplois pour qu'on puisse chanter nos louanges.
mais nous ne savons pas comment. On a tout fait, ça n'a pas marché. Donc si nous nous contentons sur les plateaux de dire, les chefs d'État vont nous répondre comment. Bref, moi je pense que ce qu'il faut, c'est apporter aux jeunes la capacité de se prendre en charge. Et aujourd'hui, on peut le faire avec des séminaires sérieux où on apprend aux gens à se prendre en charge. Quand vous prenez Dangote, qui est l'homme le plus riche de l'Afrique en ce moment, rien que son histoire peut aider un jeune à se prendre en charge et à réussir sa vie. Donc bref, apportons le savoir qui permet aux gens. Benjamin Franklin a dit, si vous pensez que l'éducation coûte cher, expérimentez l'ignorance. Oui, les gens sont en train d'expérimenter l'ignorance. Il faut leur apporter le savoir qui permet de se développer. Et dans ces pays, c'est de ça que les gens ont besoin. Prise de conscience. Je vous ai donné l'exemple de l'homme qui a dit à sa nièce ministre, apportez ce que moi j'ai vécu. En quelques jours ici, apportez ça à chacun dans le pays et vous allez régler les problèmes de terrorisme et autres. Donc, faisons en sorte d'apporter des solutions concrètes pour les jeunes. Voilà. Vous êtes Patrick Armand-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, mon confrère Baba Alpha, journaliste, ancien président de la Maison de la Presse du Niger, Afrique pour lutter contre le terrorisme, contrôler l'exercice du culte. La solution, c'était la question trame de cette émission qui s'est donc intéressée à plusieurs pays, vous l'aurez compris. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro d'Angle de Vue. D'ici la prochaine, portez-vous bien.